Bien, merci d'être là ce soir pour cette conférence. Je ne savais pas, dans le fond, à qui j'allais m'adresser, et puis le titre était un titre un petit peu vaste. J'ai essayé, dans le fond, de reprendre un certain nombre de choses que vous trouvez dans le catalogue. Je vous invite à l'acheter si jamais au passage. Je vais essayer de parler de certains aspects de la gériatrie, peut-être plus au plan politique, de dire, dans le fond, d'où vient cette spécialité, et puis vous parler brièvement de, dans le fond, qu'est-ce qu'on pense qu'elle peut apporter dans la prise en charge des personnes âgées. Puis je terminerai, puisqu'il y avait ces aspects éthiques qui ont été mis là-dedans, par peut-être certains, en guise de conclusion, dans le fond, je vous raconterai une petite histoire, une histoire réelle qu'on a vécue, et puis qui laisse augurer un peu de ce qui nous attend, nous qui serons âgés dans quelques temps par rapport au système de soins. Alors, j'ai jeté comme ça, réfléchi à ce que je pouvais dire, un certain nombre de questions. Est-ce que la gériatrie est une spécialité médicale? Pourquoi, comment elle est née? À quoi ça peut servir un gériatre? Qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes âgées? Et pas seulement au plan médical, mais ce sera le but de la dernière partie, de montrer qu'on peut peut-être aussi apporter des choses dans une vision plus globale, santé publique, et puis peut-être ça sera l'occasion de poser quelques questions. Alors, j'aime bien poser des objectifs pour vous, comme ça vous empêche de dormir. Que vous puissiez, après mon exposé, décrire, dans le fond, c'est quoi les problèmes qu'on rencontre et quelle est la raison d'être des gériatres par rapport aux médecins traditionnels. Qu'est-ce qui fait que cette discipline est née? On fera un petit parcours historique, bref, mais dans un musée, ça s'imposait. Je vous dirais, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un gériatre? Qu'est-ce qu'il a en plus qu'un médecin de famille, un médecin généraliste ou un médecin interniste? Qu'est-ce qu'on lui demande en termes de formation? Ce sera très bref, je vous rassure. Et puis, je vous parlerai en deux mots de quelle est notre conception, dans le fond, de l'approche des personnes âgées dans la prise en charge. Et on verra que ça s'applique, dans le fond, plus largement que simplement la discipline gériatrique et la discipline médicale, mais au plan plus global de ce qu'on appelle la gérontologie, qui est l'ensemble des sciences qui s'occupent du vieillissement. Et puis, pour finir, peut-être prendre conscience, pour ceux qui n'auraient pas encore pris conscience après les multiples agitations de notre conseiller fédéral, des enjeux sanitaires liés au vieillissement, et puis je vous montrerai, en l'illustrant par un cas, les difficultés, les enjeux que courent les personnes âgées. Alors le plan, ce n'est pas des questions, mais le plan, un peu d'histoire, concept de prise en charge en gériatrie, et puis système de soins, en guise de conclusion. Alors l'histoire de la gériatrie, dans le fond, c'est une histoire relativement récente et relativement jeune, puisque ça remonte dans les années 40. Et chose intéressante déjà, c'est une femme qui a été la première à faire un constat. Elle s'occupait de l'équivalent d'une maison de retraite chez nous, un EMS. Elle voyait arriver des patients âgés pour l'époque, ça voulait dire probablement 62, 63 ans, et dans le fond des gens qu'elle jugeait alors qu'ils étaient placés là pour y finir leur jour, des gens qu'elle voyait avec des diagnostics qui étaient faux. Certains étaient diagnostiqués avec une démence qu'ils n'avaient pas, d'autres étaient diagnostiqués comme ayant toutes sortes de maladies. D'autres personnes avaient des diagnostics qui n'avaient pas été posés, donc des traitements qui n'étaient pas proposés, la réadaptation qui n'était pas faite, et parfois ce qu'on appelle la iatrogénèse, c'est-à-dire des traitements qui étaient associés à des diagnostics erronés et qui eux-mêmes entraînaient des effets secondaires pour les gens. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est simplement de faire le ménage. Et ça, c'est une partie de notre travail comme gériatre. Souvent, on fait le ménage dans les médicaments, on fait le ménage dans les diagnostics. Et ce qu'elle a réussi à faire, c'est de démontrer qu'une bonne partie des gens qu'on lui envoyait en placement définitif pour mourir, elle arrivait à les remettre sur pied, à les renvoyer à domicile. Et dans le fond, ça aboutit à un constat, et je vous montre là une des formulations qui est donnée par la Société britannique de gériatrie, et c'est un constat qui est toujours d'actualité, qui disait dans le fond le taux de mortalité de ces personnes, la présentation atypique des maladies chez les personnes âgées, leur réponse ralentie au traitement, et le besoin d'intégrer une dimension sociale et le soutien social nécessite des capacités médicales particulières. Et ça figure encore actuellement dans la définition de la gériatrie que donne la Société britannique de gériatrie, et ça découle en droite ligne du constat de Marjorie Warren. Ce que j'aimerais faire maintenant dans cette partie-là, c'est dans le fond de vous montrer quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté. Vous allez vous y retrouver, parce que certainement pour ceux qui sont dans le domaine des soins, c'est quelque chose que vous viviez
certainement au quotidien. Et puis pour ceux qui n'y sont pas, c'est peut-être des constats que parfois vous faites avec vos proches. Alors, il y a toutes sortes de difficultés, je ne vais pas toutes les aborder, je me concentrerai sur les premières, celles qui sont liées aux patients. Je parlerai aussi brièvement de celles que nous, soignants, nous avons, et puis un peu moins de l'environnement et de l'organisation du système de soins. Alors, dans les difficultés, c'est clair, il y a des difficultés de communication. Par rapport à un patient jeune, c'est des patients qui souvent ont des problèmes d'audition, problèmes de communication, ils ont une mauvaise vision, ils ont de la peine parfois à entendre ce qu'on leur dit, et quand on veut qu'ils effectuent quelque chose, comme simplement se déshabiller lors d'une consultation, ben ça prend souvent plus de temps, et comme vous le savez, dans un système actuellement comme TARMED, ben on n'a pas beaucoup de temps pour faire les choses. Alors, je vous montre ici un exemple, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, mais elle a été répétée en Suisse avec des résultats similaires. C'est le type de consultation actuellement qu'on a, consultation ambulatoire. Les gens sont intéressés à l'aide de vidéos, de voir ce qui se passait pendant une consultation. Et puis, ils ont regardé dans quel pourcentage de cas les patients qui venaient avec un problème et qui venaient l'exposer à leur médecin, ils pouvaient le faire sans être interrompus. Le temps moyen qu'on leur permettait de parler avant de les interrompre, et puis le temps qu'il leur fallait, dans le fond, pour finir de raconter ce qu'ils voulaient. Tout le monde est prêt, réfléchissez, vous avez un pourcentage en tête. Voilà ce que ça donnait. À peu près seulement donc 28% des consultations pour lesquelles les gens avaient le temps de dire. Et ça, c'était une consultation générale. Or, il se trouve dans une autre étude qu'on a montré que les personnes qui avaient le plus de difficultés à s'exprimer dans une consultation auprès d'un médecin, pas tellement de surprise, plus on est âgé, plus c'est difficile, moins on a le temps de s'exprimer, moins on peut raconter ce qui nous amène à consulter. Si on a un état de santé moins bon, c'est aussi le cas, et puis si on a un niveau de scolarité plus bas, c'est aussi le cas. Et comme vous pouvez bien vous imaginer, beaucoup de personnes âgées, en fait, cumulent ces trois facteurs. Elles sont non seulement âgées, mais elles ont aussi souvent des problèmes de santé importants, souvent complexes, et parfois, en tout cas, pour les cohortes les plus âgées, un niveau de scolarité qui n'était pas tellement élevé. Alors ça, c'est un aspect, les difficultés de communication. Il y a aussi d'autres aspects, banalisation des symptômes. Beaucoup de gens pensent qu'avec l'âge, c'est normal de faire des chutes, c'est normal de perdre un peu d'urine lorsqu'on va aux toilettes et qu'on a une urgence, c'est normal que la mémoire vous lâche, c'est normal d'être triste. Et donc, ça veut dire que j'en parle pas forcément quand je vais consulter. Là où ça coince vraiment, c'est que pour les soignants, il y a aussi un certain nombre de croyances. Souvent, elles rejoignent celles des patients. Et donc, en plus, les soignants se disent, de toute façon, il n'y a pas de traitement efficace, donc on n'en parle pas. Et résultat des courses, je vous montrerai dans un instant, le taux de diagnostic d'un certain nombre de grands syndromes gériatriques, comme l'incontinence, comme les problèmes de dépression, sont extrêmement bas parce que, justement, on n'en parle pas. Alors, il y a d'autres difficultés, je ne vais pas m'étendre trop. C'est vrai que certaines maladies se présentent différemment. Par exemple, une pneumonie qui, chez quelqu'un de jeune, fait une douleur, de la toux, de la fièvre. Chez une personne âgée, très souvent, la première manifestation, c'est plutôt un état de confusion avec une désorientation, de l'agitation, avant même qu'il y ait de la fièvre, avant même qu'il y ait, du point de vue respiratoire, de la toux ou une auscultation anormale. Donc les maladies se présentent parfois de façon atypique. Puis pour compliquer les choses, il n'y a pas seulement une maladie, il y a souvent 2, voire 3 maladies. Vous avez là des résultats de l'enquête suisse sur la santé. Chez les plus de 65 ans, à peu près 9 personnes sur 10 ont au moins une maladie chronique, comme l'hypertension ou un diabète ou l'arthrose. Et puis à peu près 1 sur 3 a au moins 3 maladies chroniques. Et quand on commence à traiter une maladie, lorsqu'une se décompense, on a toute une cascade, des difficultés à remettre tout ça ensemble. J'illustre ça avec une donnée. Peut-être certains ou certaines d'entre vous font partie de cette cohorte lausannoise, qui est une cohorte qui a été mise sur pied par le professeur Santos Eguiman, ici à Lausanne, qui s'intéresse à mieux comprendre le processus de fragilisation qui fait que les personnes d'un bon niveau de santé, d'un bon état de santé, d'un bon niveau fonctionnel se fragilisent et rentrent dans ce qu'on appelle la dépendance. Vous avez là pour les hommes en bleu et pour les femmes en rose le pourcentage de personnes qui, à un âge relativement jeune, 65-69 ans, rapportent n'avoir aucune maladie chronique, une maladie chronique, 2 maladies chroniques ou 3 maladies chroniques. Et comme vous le voyez, même à cet âge-là, très jeune, 65-69 ans, à peu près 12% des hommes et à peu près 20% des femmes rapportent avoir 3 maladies chroniques ou plus.
Ça veut dire qu'on est dans un univers de complexité en termes de prise en charge médicale. Puis pour compliquer le tout, il y a beaucoup de variabilité dans l'état de santé des gens, dans leur état fonctionnel. L'âge ne nous dit pas tout. Je raconte toujours cette histoire d'une visite vécue dans le centre de réadaptation où je travaille, où dans la même chambre, on avait 2 personnes avec le même diagnostic, fracture de hanche, une à droite, une à gauche. Une à droite qui disait « Oh, mais j'ai 82 ans, il faut plus faire grand-chose, tout le monde est bien gentil ici, vos physiothérapeutes sont tellement gentils, ils sont adorables, ils font beaucoup pour moi, mais à 82 ans, ma vie est faite, j'attends plus qu'on veuille bien me prendre. » Et puis dans le lit d'à côté, la dame qui disait « Mais moi, c'est pas parce que j'ai 82 ans qu'il faut arrêter, ça fait 3 jours que je suis chez vous, j'ai pas eu de physiothérapie samedi, j'ai pas eu de physiothérapie dimanche, dans une semaine, je descends dans le sud de la France avec ma fille, et maintenant, s'il n'y a rien qui se passe, je préfère aller ailleurs où je pourrais me réadapter. » Donc des attentes, même âge, même diagnostic, des attentes radicalement différentes. Et si on ne les prend pas en compte, on ne va pas forcément prendre les gens comme il faut en charge. Alors, ce constat n'est qu'effectivement, ce serait on avait besoin de compétences particulières pour prendre en charge les personnes âgées. Vous avez là une définition toute récente, puisqu'elle a été adoptée l'année passée par l'Union européenne des médecins spécialistes, où j'ai la chance de représenter la Suisse, donc où la gériatrie est définie comme une spécialité médicale qui s'occupe des affections physiques. Ça, c'est le boulot traditionnel médical. Hein, on s'occupe des maladies. Maladies et affections aussi mentales, et là, ça ouvre un petit peu plus le champ. Les répercussions fonctionnelles, et je vous montrerai dans un instant qu'est-ce qu'on entend avec ça, et les répercussions sociales, et pas seulement, comme traditionnellement ça a été le cas dans beaucoup de pays, en milieu de longs séjours, mais en soins aigus, ça veut dire dans un hôpital comme le CHUV de l'autre côté de la route, en hôpital, en institution chronique, ça c'est les EMS, c'est plus traditionnel, mais aussi en institution de réadaptation, et c'est aussi s'occuper du domaine de la prévention. Et on verra aussi que, en termes de prévention, c'est surtout prévenir la dépendance. Et puis pour finir, bien sûr, la fin de vie. L'objectif principal quand on prend des gens en charge, ce n'est pas tellement de les prolonger, et ça c'est aussi une différence qui, comme ça a l'air d'être banal, ça a l'air banal de le dire, mais c'est vrai que dans les faits, c'est parfois quelque chose qu'on doit rappeler. Le but n'est pas forcément de maximaliser le temps qui reste à vivre, mais plutôt de maximaliser la qualité du temps qui reste à vivre. Et pour les personnes âgées, ce qu'elles nous disent, ça veut dire rester le plus longtemps possible indépendant, ça veut dire rester autonome, et c'est 2 notions différentes. L'autonomie est plutôt en rapport avec la capacité de faire des choix, et on peut être dépendant au quotidien pour faire sa toilette, son habillage, mais être autonome pour prendre des décisions par rapport à son lieu de vie, par exemple. Et ça veut dire, le corollaire de ça aussi, ce que nous disent les personnes âgées, c'est de rester le plus longtemps possible à domicile. Et ça fait partie, par exemple, de la définition de la Société britannique de gériatrie. Donc, sur ce graphique, vous avez représenté schématiquement l'ensemble des structures de soins ou des lieux de soins dans lesquels on peut rencontrer des personnes âgées. Et vous voyez que ça concerne aussi bien la communauté, ça veut dire le domicile, ça veut dire les consultations ambulatoires, que l'hôpital aigu. Ici, c'est un bel hôpital que certainement vous connaissez. L'hôpital de réadaptation ou le long séjour. Et la gériatrie revendique d'être active dans l'ensemble de ces champs d'activité. Ça veut dire c'est s'occuper des patients les plus fragiles. Et je vous montre un exemple ici qui concerne les infections. On a eu l'occasion de faire une étude chez des résidents d'EMS où une des questions qui nous était posée, c'est-à-dire dans le fond, est-ce que ça vaut la peine de vacciner contre la pneumonie ou vacciner contre la grippe des personnes âgées, puisque certaines personnes, et c'est un médecin extrêmement célèbre, c'est le Sir William Osler, qui a décrit tout un certain nombre de maladies, et qui a aussi dit certaines bêtises, comme celle-ci, qui disait, dans le fond, la pneumonie, c'est la meilleure amie de la personne âgée, parce que ça la tue radicalement, rapidement. Et dans le fond, sur la base de ce mythe, la question était assez légitime de se dire, dans le fond, est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'argent, de faire des injections à des gens, les vacciner, plutôt que de les laisser mourir, dans le fond, assez rapidement et sans faire de crainte. Et dans le cadre de cette étude, on a pu démontrer, chez les résidents d'EMS vaudois, que dans le fond, lorsqu'ils faisaient une infection, la majorité d'entre eux, ils n'en mouraient pas,
mais qu'au contraire, il perdait quelques plumes du point de vue fonctionnel, il devenait un petit peu plus dépendant qu'il ne l'était déjà. Et donc, d'un point de vue de prévention, ça valait la peine de prendre des mesures préventives, que ce soit la vaccination contre la grippe, vaccination contre le pneumocoque ou des mesures d'hygiène hospitalière pour tenter de diminuer le risque d'infection, pour éviter que les gens ne deviennent plus dépendants. Donc, gériatrie, c'est s'occuper des plus fragiles, c'est aussi s'occuper des plus fit. Je vous montre là une coupure de journal, vous ne pouvez certainement pas lire ce qu'il y a là-dedans. C'est en fait un monsieur, vous avez là sur sa bicyclette, de 77 ans, qui se prépare, et le reportage décrivait en fait sa préparation pour son 3e Ironman. Vous savez ce que c'est que l'Ironman? C'est, sauf erreur, s'il y en a qui savent, ils me corrigent, mais c'est 5 km de natation, 100 km à vélo, et pour le plaisir, on termine avec un marathon. Donc 77 ans, 3e Ironman, il y en a peu parmi nous dans la salle qui peuvent le faire. Alors quel rôle pour le gériatre? Le rôle c'est de faire de la publicité pour ça, c'est aussi peut-être de prévenir le risque du dopage pour des personnes de cet âge-là. Alors, je vous ai montré dans le fond d'où est venue la gériatrie. Là vous avez un tableau un peu compliqué. La seule chose, je vous le montre, c'est l'état des lieux en Europe concernant la discipline de gériatrie. Vous avez différents pays, l'Allemagne, le Danemark, c'est la Pologne, sauf erreur, la Slovaquie, la Suisse ici, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Et voyez que le statut de la gériatrie au plan médical et des disciplines médicales varie énormément. Ça va de statut de spécialité à part entière à des statuts comme c'est le cas en Suisse, où ça n'est pas une spécialité à part entière, mais c'est une formation que les gens vont ajouter à leur formation de base, qui peut être soit une formation d'interniste, c'est une formation de 5 ans, soit une formation de médecine générale, c'est aussi une formation de 5 ans, et la formation de gériatrie, c'est 3 ans supplémentaires. Dans ces 3 ans, c'est 2 ans de travail dans des milieux somatiques gériatriques et 1 année de travail en psychiatrie de l'âge avancé ou psychogériatrie, comme on disait à l'époque. Donc 3 ans supplémentaires. Donc c'est une formation longue, ça veut dire que ça attire des gens qui doivent être motivés, et c'est probablement aussi un souci pour le futur, parce que ce n'est pas forcément une discipline qui, au plan financier, rapporte énormément aux gens qui s'y consacrent. Voilà pour la première partie, et un peu d'histoire. Qu'est-ce que le gériatre, dans le fond, a apporté à la prise en charge des personnes âgées? C'est un concept, et un concept qui s'appelle l'évaluation gériatrique globale, qui consiste à dire, dans le fond, quand on s'occupe d'une personne âgée, quelque part, on doit faire un bilan complet qui va être la base de la prise en charge. Et ce bilan complet, il doit faire l'état des lieux en termes de problèmes, et les problèmes, ce ne sont pas seulement des problèmes médicaux, mais on le verra dans un instant, les répercussions de ces problèmes médicaux sur le fonctionnement de la personne. Donc, répercussions fonctionnelles, répercussions aussi au plan social. Je vous montrerai dans un instant, je l'illustrerai avec un exemple. Et puis, une fois qu'on a fait ce bilan, c'est répertorier aussi les ressources, les compétences et le potentiel de cette personne pour s'améliorer, le potentiel aussi de son entourage pour l'aider, évaluer les besoins qu'il peut y avoir en service, que ce soit des services médicaux, mais des services au sens large dans le système de santé, et puis de développer à partir de là un plan de prise en charge qui soit structuré et qui soit aussi coordonné, parce qu'en général, ça n'est pas une personne qui va aborder l'ensemble des problèmes, mais toute une équipe. Et ces 2 aspects importants qu'a apporté aussi l'approche gériatrique dans le monde médical, c'est de dire, dans le fond, on sort d'une dynamique où c'est seulement le bon docteur qui sait tout, qui fait tout et qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, mais c'est un travail d'équipe où ensemble on réfléchit, et en général on est plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs. Le deuxième aspect, c'était de dire, comme j'ai dit, il n'y a pas seulement la dimension traditionnelle médicale, mais il y a plusieurs dimensions. Alors bien sûr, il y a la dimension médicale traditionnelle, et ça a aussi été un débat parmi les gériatres initialement, où certains disaient, mais dans le fond, il faut s'éloigner du modèle médical, et actuellement ce qu'on dit, c'est qu'on ne s'éloigne pas du modèle médical, mais on l'intègre à l'intérieur d'une démarche qui est plus large, et dans ce sens-là, certaines personnes disent, le gériatre, ça n'est pas un sous-spécialiste, mais un supra-spécialiste qui, disons, prend en compte des dimensions au-delà de la dimension purement médicale. Et ce qu'on essaye de faire, c'est illustrer sur ce graphique, alors il est un petit peu compliqué, mais dans le fond, le modèle qu'on dit biomédical, biologique,
Alors, dans cette exposition, je suis biologiste, mais je ne suis pas biologiste. Hein. Mais c'est ça, traditionnellement, on raisonne en termes de pathologie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit une anomalie maintenant au niveau cellulaire ou génétique. J'ai pris l'exemple ici de l'hypertension artérielle, hein, quelque chose qui touche beaucoup d'entre nous. On sait que ces pathologies, si on les laisse évoluer, si on ne traite pas, ça va aboutir à ce qu'on appelle des déficiences, qui sont dans le fond des mauvais fonctionnements au niveau d'un organe, comme en l'occurrence le cœur ici, ou un système, le système cardiovasculaire. Dans l'exemple qu'on a pris, si on ne traite pas une hypertension, elle va évoluer vers une insuffisance cardiaque. L'approche gériatrique va dire, dans le fond, ça ne nous suffit pas de savoir que la personne a une insuffisance cardiaque. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles répercussions cette insuffisance cardiaque va avoir au quotidien, dans quelle mesure ça l'empêche de fonctionner, et donc les répercussions au plan fonctionnel, par exemple dans ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne, faire sa toilette, s'habiller, ou aller faire ses commissions, sortir de la maison, ou en l'occurrence, pour cette personne, sa capacité ou pas à monter les escaliers. Et de nouveau, dimension sociale, dans quelle mesure est-ce que le fait de ne pas pouvoir monter les escaliers et d'habiter au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur, ça fait que quelque part, soit on est isolé et cloîtré dans son appartement, soit on peut sortir, soit on va devoir choisir un autre endroit de vie. Et ce modèle fonctionnel est un modèle, dans le fond, qui est appliqué au quotidien, où face à un patient, on essaye de déterminer pour nos interventions à quel niveau on va intervenir, par des traitements, par la réadaptation, ou par des interventions qui sont plus d'un niveau social. Les dimensions qu'on prend en compte, elles sont multiples, vous les avez là. Les dimensions qu'on prend en compte, ce sont celles, dans le fond, qui vont déterminer la qualité de vie des personnes âgées. Beaucoup d'études se sont intéressées à poser la question aux personnes âgées. Qu'est-ce qui, dans le fond, compose votre qualité de vie? Qu'est-ce qui, au quotidien, dans le fond, d'un autre côté, peut vous pourrir la vie? Alors, c'est les douleurs, c'est le fait d'être dépendant, c'est le fait de ne pas pouvoir se mobiliser comme j'aimerais, c'est le fait, dans le fond, d'avoir un environnement architectural, je vis au deuxième sans ascenseur, qui fait que je ne peux pas sortir autant que je l'aimerais, parce que je dois attendre que la voisine veuille bien m'accompagner pour faire les escaliers. C'est mon environnement affectif et spirituel. Alors voilà un tableau qui vous montre, actuellement, dans la plupart des systèmes où ce type d'approche n'est pas utilisé, certains des gros, ce qu'on appelle les géants de la gériatrie, les grands syndromes gériatriques, comme l'incontinence urinaire, les troubles dépressifs ou les démences, les taux de diagnostic sont de l'ordre de 30%, 50%. Ça veut dire qu'entre 2/3 et la moitié de ces diagnostics ne sont simplement pas faits parce qu'on n'a pas d'approche structurée, on n'a pas d'approche standardisée. Et c'est une des choses qu'on essaye de faire en mettant en place une approche gériatrique. C'est une des choses, et j'ai le plaisir dans le fond de partager avec vous, qu'on va peut-être réussir à faire dans la grande maison en face, parce qu'on vient d'avoir une décision de notre direction générale qui va financer l'approche et l'implantation de la gériatrie dans l'hôpital ici en face, dans le CHU. Alors, si je vous raconte ça, c'est aussi parce que une des contributions de la gériatrie dans le domaine médical, ça a été de tester ce type d'approche et de le comparer à ce qui se passe quand on n'utilise pas, c'est-à-dire quand on fait l'approche traditionnelle avec les soins habituels par le médecin. Et toutes sortes d'études sont intéressées à faire ça à domicile, à faire ça dans des consultations ambulatoires, à faire ça en hôpital aigu, à faire ça en milieu de long séjour. Et vous avez là un résumé des bénéfices qu'on a trouvés dans certaines études, pas toutes les études, toutes n'ont pas démontré ces bénéfices, mais globalement, on a pu démontrer dans certaines études une diminution de la mortalité. Ça a été à l'époque une des premières études qui a montré ça, qui a fait un tabac du point de vue médical. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rallonger l'espérance de vie des gens, ce n'est pas forcément un résultat que les patients eux-mêmes souhaitent, d'une façon générale, si la qualité de vie n'est pas là. Et la qualité de vie, c'est en général maintenir les gens fonctionnels, indépendants. Et ça, on a pu démontrer, c'est probablement un des effets qu'on a montré le plus souvent et le plus robuste qu'on ait pu démontrer dans ces interventions. Ça se traduit en une augmentation du temps de survie à domicile pour les études qui sont intéressées à des patients âgés qui vivent, ou des personnes âgées, parce que ce n'est pas des patients, qui vivent à domicile, avec dans certaines études une diminution du risque d'être admis à l'hôpital, voire d'être réadmis à l'hôpital après une hospitalisation, ou encore dans certaines études, une amélioration de la fonction cognitive. Alors je vous rassure, ce n'est pas qu'on a guéri par une baguette magique des démences, mais c'est simplement parce qu'on a diagnostiqué ce qu'on appelle des états confusionnels, très souvent liés à des médicaments prescrits de façon inappropriée,
qu'en arrêtant le médicament, on peut guérir. Alors, j'arrive à la dernière partie en guise de conclusion. J'illustre ça. Le point que je voulais faire, c'était par rapport à la stigmatisation des personnes âgées dans notre société. Vous avez là, ce n'est pas un article de presse tout récent, vous voyez que ça date de 1907, donc rien n'est nouveau, mais c'est une commune des Grisons qui, à l'époque, avait privé du droit d'éligibilité les personnes de plus de 65 ans. Adolphe, c'était des empêcheurs tournés en rond qui monopolisaient les places d'un conseil communal. C'est ce qu'on appelle une attitude agiste, et on le retrouve, et l'exposition montre quelques beaux exemples aussi. Donc c'est une discrimination ou un rejet fondé uniquement sur des critères d'âge, avec des préjugés et une image négative quant à l'avance en âge. Et vous savez, une fois encore, vous lisez des journaux, vous lisez tout ce qui a trait au système de santé, aux primes d'assurance maladie. Il y a pratiquement plus un politicien qui n'avance pas le vieillissement démographique comme une des causes du renchérissement des coûts de la santé. Et il y a certaines personnes ici à Lausanne, le professeur Rony notamment, qui ont clairement démontré que ce n'était pas le vieillissement en soi, mais dans le fond aussi les avancées du point de vue médical. Alors, les personnes âgées dans le système de santé sont particulièrement à risque de souffrir de cet agisme. Et vous avez là les résultats d'une enquête qui a été conduite par la professeure Santos Seguiman, où on a interrogé les professionnels de santé en disant, dans le fond, dans votre pratique, est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des situations où on a rationné, c'est-à-dire on n'a pas donné les soins qu'on jugeait adéquats, mais qu'on n'a pas donné, et si oui, pour quel type de patient. Et vous avez là le résultat. Donc la plupart des professionnels disaient qu'effectivement ils avaient rencontré de telles situations. Et ce qu'il vous faut retenir de ce graphique, c'est que en première ligne des patients à risque d'être confrontés à une situation où on va les rationner et ne pas leur offrir des soins qui sont jugés nécessaires, une fois encore, ce n'est pas des soins de confort ou d'esthétique, ce sont les personnes âgées. Et en troisième ligne, ce sont les patients psychiatriques. Et vous imaginez bien que si vous êtes à la fois âgé et que vous souffrez d'une maladie psychiatrique, alors vous êtes encore en tête de liste tout à gauche du graphique. Et je termine avec cette histoire, une histoire véridique que nous avons vécue il y a quelque temps, d'une dame de 83 ans mariée qui a 2 fils, qui est aidée par les soins à domicile pour sa toilette 2 fois par semaine. Et sinon, c'était son mari qui l'aidait pour les tâches ménagères. Elle n'avait pas de troubles cognitifs. Et puis, elle a un cancer du sein qui est opéré, elle reçoit un traitement de chimiothérapie, de la radiothérapie. 2 mois avant d'être réhospitalisée, elle chute à plusieurs reprises. Elle est hospitalisée, 3 semaines en soins aigus, parce qu'elle a fait une infection urinaire qui a fait ce qu'on appelle une urosepsie, donc une infection relativement grave, où les germes circulent dans le sang. Elle s'est trouvée dans un état précaire, avec un état confusionnel, donc où elle était désorientée, confuse et agitée. Et à la fin de ces 3 semaines, elle arrive tout juste à manger seule, elle est incontinente, elle sort du lit à peu près seule, difficilement, mais sinon, elle est entièrement dépendante pour faire sa toilette, pour aller au WC, etc. Elle se mobilise quelques pas en chambre. Et, dans le fond, on décide de l'envoyer en réadaptation, ce qui paraît tout à fait adéquat dans cette situation. Elle n'a plus besoin de soins aigus, mais on va lui offrir une prise en charge qui permettrait de la remettre sur pied. Or, dans notre système de soins actuel, les caisses maladies ayant pris de plus en plus de pouvoir, la façon dont ça fonctionne, et il faut le savoir, je crois que c'est important, c'est que le médecin conseil, en théorie, en pratique, c'est une secrétaire du médecin conseil, qui se prononce sur la pertinence ou pas d'admettre une patiente comme Madame B en réadaptation. Et donc, on envoie, on faxe, et voilà la réponse. Donc, ça accepte une division commune des d'un autre effectif pour une durée limitée à 7 jours. Les caisses maladies donc, ont pris l'habitude de non seulement dire est-ce que oui ou non c'est adéquat, mais ils nous disent encore combien de jours on devrait être capable de prendre en charge cette patiente et de la mettre sur pied. Après 15 ans de faire ce travail, quand je suis face à certains patients, je suis à l'heure actuelle encore incapable de dire si je vais, ou si nous allons, puisqu'on travaille en équipe, être capable de remettre cette personne sur pied et de la renvoyer à domicile dans des conditions acceptables, en 12 jours, en 15 jours, en 20 jours, c'est extrêmement difficile. Mais quelqu'un à distance dans un bureau, là, était capable de le faire.
Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que c'est même pas nous qui avons réagi, c'est le mari. Et en fait, je vous montre là une copie du fax. Voilà ce que le mari a faxé à la caisse maladie, avec ce que ma femme a eu, infection urinaire plus germe passé dans le sang, donc il a bien compris ce qui s'était passé. Et au cerveau, apparemment, ça c'est l'état confusionnel, plus incontinence, plus instabilité des selles, risque dysenterie. Comment soigner cela en 7 jours? Il faudrait un miracle. Et alors, le sommet, quand on lit ça, ma femme et moi sommes assurés chez vous depuis environ 60 ans. Jamais nous n'avons demandé de cure balnéaire ou autre aux frais d'assurance maladie, nous les avons payés nous-mêmes. Ça montre le désarroi de ces personnes. Alors je vous rassure, la personne a été admise chez nous, elle est restée plus longtemps que les 7 jours nécessaires, elle est rentrée chez elle indépendante. Je ne vous montre pas une autre histoire qu'on a vécue, et un des médecins qui travaille là, un des chefs de clinique l'ont témoigné, d'un patient de 94 ans pour lequel le médecin conseil a refusé une admission en réadaptation avec comme explication du large. Donc on est dans un système lourd et difficile, et de notre point de vue, c'est une des justifications d'être extrêmement actif et vigilant, et une des justifications de la gériatrie actuellement. Je montre cette diapositive d'une question que je pose aux étudiants lorsqu'on commence en 2e année les cours sur l'anamnèse gériatrique, en leur disant, dans une fois, on vous dit personne âgée, qu'est-ce que vous dites? Et puis voilà ce qui sort en général: maladie, perte, deuil, dépendance, sénilité, vieux. Je dis, quand les gens ont fini leurs études, qui viennent assistants, ils sont un peu plus sophistiqués dans leur vocabulaire, ils utilisent des choses comme Gomers, ça c'est les Américains, get out of my emergency room, tire-toi de ma salle d'urgence. SIDO, soins impossibles à domicile, bed blockers, donc les bloqueurs de lit. Et très rarement, les gens ont une vision très positive de la vieillesse, quand bien même on a moult exemples de gens qui vieillissent de façon active, en buvant des bières, fumant des joints, comme cette personne. Et je m'arrête là, en cédant la parole à Madame Pau. Alors ce soir, je vais faire un petit peu la rebelle, en guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint. Donc vous devrez vous contenter de ma petite personne là devant, il n'y aura rien à voir sur l'écran. Alors j'espère que vous ne serez pas trop frustrés. Donc comme l'a dit Madame, ce soir je vais vous parler de la question de la maltraitance des personnes âgées. J'ai un tout petit peu modifié entre-temps le thème, donc je m'excuse, je ne vous ai pas transmis, mais mon idée c'était de vous présenter et pouvoir ensuite peut-être discuter avec vous de cette question de la maltraitance des personnes âgées et surtout de comment elle est abordée actuellement. Parce que ça fait déjà quelques temps, quelques mois, quelques semaines, qu'on commence à en entendre beaucoup parler dans les médias. Il y a eu ce scandale dans cette IMS de Zurich qui a fait grand bruit. Il y a eu, pas ce dimanche, mais le dimanche précédent, une émission de mise au point sur la TSR, avec une partie sur la maltraitance des personnes âgées. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu cette émission. Et c'est vrai que moi, ça m'interpelle beaucoup de voir comment cette problématique est traitée dans les médias et le décalage que je peux observer entre les situations qui sont rapportées dans les médias et la maltraitance beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus subtile que je peux observer de par mon activité avec Alter Ego. Donc je donne la formation, je fais des interventions auprès d'équipes, je travaille en recherche sur ce sujet depuis plusieurs années et je me rends compte que pour moi, la maltraitance, ça ne correspond pas vraiment aux situations qu'on voit dans les journaux. Et j'avais envie d'amener un petit peu ce thème ce soir pour peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village et puis amener une vision un petit peu différente, une autre manière de voir les choses que j'ai développée dans le cadre de ma thèse de doctorat en psychologie que j'ai défendue il y a à peu près 3 semaines. Donc c'est encore tout frais. Donc, quand on parle de maltraitance, une première chose qui pose des difficultés, c'est la question de la définition de la maltraitance. Il faut savoir qu'il n'existe pas de définition consensuelle de ce terme. Il y a beaucoup de définitions qui ont été proposées par l'Organisation mondiale de la santé, par le Conseil de l'Europe,
par différentes associations, différents organes, plutôt liés aux soins, plutôt sociaux, mais il n'y a pas vraiment une seule définition qui fait référence et sur laquelle tout le monde se base. Donc j'ai retenu, pour vous donner quand même un petit cadre et savoir de quoi on parle, j'ai retenu la définition qui a été proposée par le Réseau international pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées, qui a été constitué il y a déjà quelques temps, et qui dit qu'on entend par maltraitance des personnes âgées un acte isolé ou répété. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand on discute avec les gens, ce qu'on entend, c'est que si ça a lieu une fois, c'est pas de la maltraitance. Pour qu'il y ait maltraitance, il faut que ce soit répété. Et je trouve intéressant que dans cette définition, on précise qu'il peut y avoir maltraitance, même si ça a lieu une seule fois. Et cet acte, ça peut être aussi une intervention inappropriée. Donc, soit une non-réponse aux besoins de la personne, ou un acte, par exemple un acte médical ou des soins qui sont proposés qui ne correspondent pas aux besoins de la personne, à ses attentes. Vous parliez tout à l'heure des différentes attentes que peuvent avoir les personnes et qui ne sont pas toujours prises en compte. Donc, par exemple, par une non-prise en compte des attentes des personnes âgées. Et cet acte, ou cette absence d'acte, se produit toujours dans une relation de confiance. Alors, l'hélicoptère va passer. Je le laisse passer. Donc un acte qui se produit dans une relation de confiance et qui cause un préjudice ou une perte chez une personne âgée. Et là-dedans, il y a vraiment quelque chose qui me paraît essentiel, c'est cette idée d'atteinte à l'intégrité de la personne âgée. On parle de maltraitance quand il y a atteinte à l'intégrité, ce qui permet de faire la différence entre, par exemple, un non-respect ou une contrariété qu'on peut avoir et une situation à proprement parler de maltraitance. Et puis cette dimension éminemment relationnelle, bien sûr, parce que pour maltraiter, il faut être au moins deux. Et je pense que cet aspect relationnel de la maltraitance, on ne le prend souvent pas en compte. Très souvent, on réduit les choses, mais peut-être aussi parce que réduire, c'est plus rassurant, ça permet de proposer aussi des réponses simples à un problème compliqué, mais on réduit cette problématique généralement à une pauvre personne âgée dépendante maltraitée par un méchant soignant ou un méchant aidant. Alors, je ne dis pas que tout le monde a ce discours, mais c'est vrai que généralement, ça correspond à l'image que monsieur et madame tout le monde a de cette problématique. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais si on entre un petit peu dans le concret de ces situations, on se rend compte que la maltraitance, c'est quelque chose d'interactionnel et que les personnes âgées elles-mêmes participent à ce processus. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont responsables, pas dans un sens juridique, mais par leur comportement, parfois par leur pathologie, parfois en lien avec une histoire familiale ou des comptes à régler, elles participent aussi à ce processus. En systémique, on dit que tout comportement est une communication, et l'absence de comportement ou l'absence d'acte, de réaction, véhicule aussi un message qui peut être pris par le soignant comme une agression et pourquoi pas donner lieu à des comportements agressifs. Donc je trouve que cette définition est intéressante parce qu'elle met bien en avant ces aspects-là qui souvent ne sont pas pris en compte. Alors, première chose, donc pas vraiment de définition consensuelle. Si on va regarder les différentes études qui ont été faites sur la problématique, notamment d'un point de vue épidémiologique, donc où on va chercher le nombre de situations de maltraitance qu'on peut relever, par exemple, dans une période donnée, on se rend compte que là aussi, il y a un énorme décalage entre les résultats des études existantes. Dans certaines études, on va dire que ça concerne 1% des personnes âgées. Dans d'autres études, on a des chiffres autour de 27%, 29%. Donc vous voyez qu'il y a un immense décalage. Et ça, c'est lié aussi à cette question de définition, au fait qu'on ne se base pas toujours sur la même définition pour aborder cette question, et à des méthodologies qui ne sont pas les mêmes dans la manière d'aborder ces questions. Alors évidemment, si vous prenez en compte que la maltraitance physique, qui est celle à laquelle on pense le plus facilement, vous allez mettre en évidence un certain nombre de situations. Si vous prenez aussi en compte la négligence, la violation des droits, vous avez parlé tout à l'heure du droit de vote,
Alors il y a dans certaines situations des problèmes qui se posent ou parce qu'on considère que la personne âgée n'a plus son mot à dire, je ne sais pas, sur la question de l'assurance maternité, que de toute manière elle est plus concernée, on ne va pas lui remettre son enveloppe de vote ou on va l'inciter à voter de telle et telle manière. Donc si on commence à prendre en compte ce type d'actes, de comportement, évidemment on obtient des chiffres beaucoup plus importants. Donc là, ça c'est un deuxième point qui souvent donne lieu à une perception en décalage avec ce qu'on peut constater quand on va un petit peu creuser la réalité des faits. Ce qu'on voit aussi, c'est que la maltraitance et la définition de la maltraitance, elle est toujours relative. Elle est relative à un contexte, à une époque, mais aussi à la personne qui l'émet. Et je pense qu'un bon exemple, c'est celui de la maltraitance des enfants. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, des corrections physiques ou des comportements assez violents vers les enfants, c'était considéré comme normal, ça faisait partie d'une bonne éducation. Il fallait mater les enfants pour les socialiser, qu'ils deviennent des enfants dont on pouvait attendre un certain nombre de choses. Par rapport aux personnes âgées, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que ça fait assez peu de temps qu'on a commencé à parler de maltraitance envers les personnes âgées, et les premiers articles scientifiques sur le sujet ont paru en 1975. Donc ça fait une grosse trentaine d'années qu'on a commencé à parler de cette question, et en Suisse romande, ça fait beaucoup moins de temps, puisqu'on a commencé à s'intéresser à cette question il y a à peu près une dizaine d'années. Peut-être que vous vous souvenez, vers la fin des années 90, début des années 2000, il y avait eu toute une série de scandales dans des établissements médico-sociaux, et puis un temps présent à la TSR qui s'appelait « Les vieux ont-ils des têtes à claques ?» Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Et c'est vrai que ça avait permis de mettre le sujet sur le tapis. Et depuis, donc, l'association Alter Ego a été créée en 2002, et on voit qu'il y a un certain nombre de mesures de prévention qui ont été développées, de la formation beaucoup, une ligne téléphonique pour recueillir des appels en lien avec la maltraitance des personnes âgées, des interventions, enfin différentes prestations, mais on constate en même temps que ces prestations sont très peu saisies. Donc la ligne téléphonique a été créée, sauf erreur, en 2006, et nous avons à peu près peut-être 14 appels par année au moins. Donc pour vous dire que c'est vraiment très peu. Et on constate également, si on regarde du côté de la police ou de la justice de paix ou de la consultation de médecine des violences ici au CHUV, qu'il y a très peu de situations qui concernent les personnes âgées, qui sont signalées, qui sont relatées. Donc tout ça pour vous dire que cette question de la maltraitance, elle est souvent abordée de manière un petit peu réductrice et que ça vaut la peine de s'y intéresser autrement. Donc dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai essayé de mieux cerner cette complexité en m'intéressant à des situations de soins à domicile, de couple âgé à domicile, des situations très lourdes qui nécessitaient une intervention des soins à domicile 7 jours sur 7 avec l'aide d'un conjoint aussi 24 heures sur 24, etc. Donc des situations qui présentaient beaucoup de facteurs de risque de maltraitance, notamment par exemple la présence de troubles démentiels, mais pas de maltraitance avérée. Et je me suis intéressée aux facteurs qui pouvaient avoir une influence sur ces facteurs de risque présents dans ces situations et peut-être, pourquoi pas, avoir une influence sur l'effet de ces facteurs et les réguler, les moduler ou peut-être dans certains cas les contrebalancer. Et mon hypothèse, en lien avec mon cadre de référence plutôt systémique et psychosocial, c'était que ces autres facteurs médiateurs, entre guillemets, étaient de nature plutôt relationnelle et subjective, c'est-à-dire en lien avec la dynamique entre les acteurs des situations d'aide et de soins. Donc là, en l'occurrence, le conjoint âgé aidé, le conjoint aidant et la professionnelle référente de situation dans les soins à domicile. Et donc subjectif, c'est-à-dire en lien avec le sens que ces différents acteurs donnaient à la situation d'aide et de soins. Donc quel regard ces gens portaient sur cette situation. Et pour essayer de mettre ça en évidence,
j'ai conduit une recherche qualitative en faisant des entretiens d'abord individuels avec chacun de ces partenaires, enfin, chacun de ces acteurs de ces situations, puis collective avec les trois ensemble, pour essayer de croiser leurs regards et voir s'il y avait des décalages, comment, et puis profiter de cette occasion pour qu'ils puissent aussi communiquer entre eux sur la situation d'aide et de soins. Et puis, à l'issue de ce travail, j'ai pu mettre en évidence un certain nombre de choses que j'ai formulées sous la forme d'axiomes, de 5 axiomes. Et ces axiomes viennent aussi questionner cette complexité de la maltraitance et remettre en question, questionner certaines approches de la maltraitance assez plutôt quantitatives, où on va essayer de mettre en évidence des facteurs, les corrélations entre les facteurs. Donc une approche complémentaire des approches existantes. Ces 5 axiomes sont les suivants. Tout d'abord, un élément de contexte ne constitue pas en soi un facteur de risque ou une ressource protectrice. Ça veut dire ne contribue pas en lui-même à l'équilibre ou au déséquilibre de la situation. C'est sa combinaison avec les autres paramètres de la situation, donc y compris des paramètres contextuels, qui va plutôt pousser du côté de l'équilibre ou du déséquilibre. Ce qui veut dire que c'est difficile d'utiliser une grille et de cocher, ce facteur est présent, ce facteur n'est pas présent. Alors ça, on peut le faire, mais ça ne nous dit rien sur l'effet que ce facteur va avoir sur l'équilibre de la situation. Le deuxième axiome, c'est qu'un élément de contexte peut, dans une même situation, constituer à la fois un facteur de risque et une ressource protectrice. Et un bon exemple, c'est celui de la colère, où on voit dans toutes les études qui ont été faites en psychologie sociale que la colère favorise le passage à des conduites agressives. Et dans ma recherche, je me suis vraiment rendu compte que la colère, pour les interviewés, enfin pour les personnes que j'ai interviewées, était aussi un moteur. Être en colère contre le système de soins, le système d'assurance, peut aussi aider à rester mobilisé, à garder un certain équilibre, à garder, je ne dis pas un sens à sa vie, c'est peut-être un petit peu fort, mais à se maintenir mobilisé pour garder la situation dans un certain équilibre. Le troisième axiome qui correspondait à mes hypothèses, c'était que la dynamique relationnelle et le sens que les acteurs donnent à la situation d'aide et de soins entretiennent une relation dialectique, c'est-à-dire que ces deux facteurs sont en tension et que l'équilibre de la situation et donc son évolution se définit par ce rapport entre facteurs de risque et ressources protectrices. Et que vous pouvez imaginer un peu ça comme une balance, et que l'équilibre de la situation va toujours être mouvant. En systémie, on parle d'homéostasie dynamique pour désigner cet équilibre mouvant, et que de ce fait, quand on évalue des situations, qu'on cherche à intervenir dans des situations à risque de maltraitance, il est important de prendre en compte cet aspect de tension et cet aspect dynamique de la situation. Le quatrième axiome est en lien avec celui-ci, c'est que ces deux facteurs, plutôt relationnels et subjectifs, interviennent dans le processus de maltraitance et de deux manières. Ils peuvent d'une part constituer des dimensions de contexte, donc à ce titre comporter des facteurs de risque et ou des ressources protectrices. Si on imagine la dynamique relationnelle, il peut avoir, en lien avec cette dynamique relationnelle, notamment la dynamique de couple, des éléments qui contribuent à l'équilibre de la situation et d'autres qui vont plutôt pousser vers l'apparition de maltraitance, et qu'ils constituent également des composantes du processus d'interprétation, donc du processus par lequel on va pouvoir donner un sens à la situation, sachant que la manière dont on regarde une situation et le sens qu'on lui donne va déterminer aussi le comportement qu'on va avoir dans cette situation. Donc, ces deux types de facteurs interviennent conjointement dans ce processus. Ce qui m'amène au cinquième axiome, qui est que ce processus d'interprétation, donc de co-construction du sens dans l'interaction entre les acteurs de la situation et le contexte, exerce une action médiatrice, donc peut avoir une influence sur les facteurs de risque présents dans la situation,
et par là sur l'évolution de la situation. Donc concrètement, ça veut dire que ce type de facteur peut aussi constituer des leviers pour la prévention qui sont généralement pas tellement pris en compte. On va plutôt essayer d'agir sur des éléments de contexte, comme par exemple le soutien qu'on va pouvoir proposer aux proches aidants, mais on travaille généralement assez peu sur la manière dont les personnes concernées regardent leur propre situation, sur les comportements auxquels ça donne lieu et sur comment ce regard porté sur la situation est en lien avec l'interaction entre les acteurs de cette situation. Donc la thèse que j'ai défendue et que je continue à défendre a un certain nombre d'implications pour la prévention et la recherche parce qu'elle propose ce qu'on appelle en systémique un recadrage, c'est-à-dire une lecture différente, une reformulation de la problématique. D'une part parce que cette approche met pas seulement l'accent sur les facteurs de risque, mais prend aussi en compte les ressources protectrices. Donc on ne va pas seulement aller voir ce qui ne marche pas dans la situation pour essayer de l'agir là-dessus, mais on va aussi voir ce qui agit comme ressources, peut-être pour les renforcer, mieux les mobiliser et pourquoi pas pouvoir les généraliser. Ça veut dire aussi qu'on ne réfléchit pas en termes d'abuseurs ou de victimes, ou pas uniquement en ces termes, mais qu'on pose le problème en termes de situation de maltraitance, c'est-à-dire une situation avec un certain nombre de dysfonctionnements qui conduit à des comportements inadéquats et dont tous les acteurs souffrent. Donc on ne formule pas le problème uniquement en termes d'individus, mais vraiment en termes de situation et de contexte, ce qui oblige aussi à réfléchir un petit peu différemment la question de la responsabilité dans ces situations de maltraitance. Du point de vue de la prévention, cette thèse a aussi un certain nombre d'implications. Tout d'abord, par rapport à la formation, elle montre l'importance de travailler pas seulement en amenant de l'information par exemple aux proches aidants ou aux personnes âgées, mais aussi en travaillant, ou aux professionnels, mais aussi en travaillant sur les représentations de la situation, de la maltraitance, etc. Et sur ce qu'on appelle des analyses de pratique, donc développer un regard autoréflexif sur sa pratique qui permet de prendre la distance et de comprendre ce qui est en jeu dans la situation. Ça implique aussi, cette thèse, un usage nuancé des tests de dépistage, puisque si un facteur de risque ne constitue pas en soi, si un élément de contexte ne constitue pas en soi un facteur de risque ou une ressource protectrice, ça veut dire que les tests de dépistage donnent une grille de lecture des situations qui sont très utiles, alors je ne remets pas du tout en question, mais qui doivent vraiment être complétées et parfois nuancées par une évaluation clinique de la situation et qui comportent des entretiens avec les personnes concernées. Parce qu'il faut savoir que souvent ces outils s'adressent à des professionnels qui vont cocher les éléments qu'ils ont observés dans la situation, mais pas prendre en compte la manière dont, par exemple, la personne âgée voit sa situation. Et en lien avec la subjectivité, la définition de la maltraitance que j'ai évoquée au début de mon exposé, ça a un certain nombre d'implications puisque un même acte peut être vécu comme de la maltraitance par une personne et ne pas l'être par une autre. Et à l'inverse, un acte qui peut paraître anodin de l'extérieur, par exemple pour un professionnel, peut être vécu comme de la maltraitance par une personne âgée. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte si on veut pouvoir évaluer ces situations dans leur complexité, en prenant en compte toutes leurs dimensions et cet aspect dynamique. Donc cette approche permet aussi d'imaginer des outils d'analyse des situations qui permettent une évaluation constante de ces équilibres entre facteurs de risque et ressources protectrices, de manière à pouvoir évaluer les mesures de prévention les plus adaptées à la spécificité de chaque contexte et qui correspondent aussi à la manière dont chacune des personnes concernées voit la situation et les attentes qu'elle peut avoir par rapport à cette situation. Donc, par exemple, un placement en institution peut être une bonne solution dans une situation, mais pas dans une autre. Le retrait de la personne maltraitante peut être une solution, mais pas forcément dans toutes les situations. Donc, prendre en compte ces aspects particuliers. Finalement, par rapport à la recherche,
Elle permet de montrer aussi l'importance d'une approche compréhensive de la problématique, c'est-à-dire qui prenne en compte la signification que les personnes concernées donnent à la réalité qu'elles vivent, et donc au sens qu'elles donnent à la situation. Et ça permet d'élargir, d'ouvrir un champ de recherche qui peut être, pourquoi pas, élargi à l'étude de la maltraitance survenant dans d'autres contextes, par exemple en EMS, mais aussi dans des situations de nouveau d'aide et de soins à domicile, mais qui concernent par exemple des enfants adultes aidants, ou pourquoi pas des couples, même quand il n'y a pas de dépendance. Donc un élargissement à d'autres contextes, et pourquoi pas aussi un élargissement à d'autres populations, comme par exemple les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, qui présentent aussi parfois un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui peuvent les rendre plus à risque d'être maltraités. Voilà, donc tout ça pour revenir un petit peu à mon point de départ et le traitement qu'on constate aujourd'hui de la problématique dans les médias, et vous donner peut-être quelques pistes de réflexion par rapport à ça, parce que je pense qu'en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne toute venante, on est toutes quand même concernées par cette problématique, que ce soit par rapport à nos parents, que ce soit par rapport à nos enfants, ou que ce soit dans notre exercice professionnel. Donc je pense que c'est important de prendre en compte cette complexité avant de porter des jugements de valeur hâtifs et stigmatisants, et qui peuvent conduire à des phénomènes de bouc émissaire, à une certaine stigmatisation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Mesdames, Messieurs, faisons suite aux deux exposés. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous concernés par la situation des proches aidants, puisque potentiellement, nous avons tous une personne âgée, au moins une autour de nous, et possiblement à lui venir en aide. La question du soutien aux proches aidants, elle interpelle actuellement les questions du vieillissement, parce qu'il est question de prévention d'épuisement, en premier lien avec les facteurs de risque pouvant amener des ruptures ou des situations problématiques comme la maltraitance. Je vous propose 3 axes de questions: du soutien pour qui, du soutien pourquoi et du soutien comment. Tout d'abord, refaisons le point rapidement sur qui sont ces proches aidants. Alors on voit que les principaux proches aidants se trouvent au sein des familles, 80% des membres de la famille. Au premier plan, les conjoints, les conjointes. Au deuxième plan, les enfants. Et puis, au troisième plan, les petits-enfants, les oncles, les tantes, etc. Et puis, il y a un autre grand apport au niveau de l'entourage, et notamment au niveau du voisinage et des amis. Actuellement, plus de 250 000 personnes en Suisse. Mais probablement, ils ne sont pas tous identifiés comme les problématiques des personnes âgées. Quand on regarde d'un peu plus près, on voit que ces proches aidants sont en majorité des femmes entre 45 et 75 ans, et que ces femmes se trouvent dans des situations extrêmement vulnérables, et notamment au niveau socio-économique. Pourquoi ? Parce que ces femmes, dans la majorité de 45 à 75 ans, s'engagent dans le souci de l'autre âgé, d'un membre de sa famille, et par conséquent va réduire progressivement sa vie sociale et sa vie professionnelle, donc ses apports économiques. D'autant plus que les coûts de la santé ont fortement augmenté, notamment dans tous les aménagements de l'habitat, quand il y a une cohabitation, ou pas forcément, de l'aménagement pour pouvoir continuer à aider la personne âgée. D'autre part, les perspectives démographiques, elles nous annoncent qu'il y aura une diminution du potentiel d'aidants au sein des familles. Et pourquoi ? Parce que ça suit l'évolution du nombre de mariages, du nombre de divorces, du nombre de naissances et de la place de la femme et des souhaits de notre société. Ça veut dire que les principaux aidants ne vont plus forcément se trouver au sein des familles, à 80%, mais tout l'entourage de voisinage et d'amis va être sollicité. Le bénévolat va de plus en plus prendre de la place. Quand on regarde les multiples appellations pour nommer ces personnes qui aident, qui se trouvent essentiellement, je le rappelle, des femmes,
tout en précisant que je n'ai pas relevé la catégorie des gens entre 20 ans et 45 ans, qui ont le souci aussi, les jeunes de la génération plus âgée, mais qui sont minoritaires, et puis ceux qui ont entre 75 et plus de 90 ans, qui sont minoritaires mais présents. C'est comme les hommes aidants, ils sont moins nombreux mais tout aussi présents. Alors quand on regarde les nombreuses appellations, vous voyez, on les appelle des aidants familiaux, des aidants proches, des aidants soignants, principaux, témoins, informels, potentiels, prestataires, gestionnaires. Et puis on les appelle aussi les soignants familiales ou les proches soignants, les personnes de soutien, de ressources, les tuteurs privilégiés, membres représentatifs ou significatifs, ou encore d'éco-aidants, d'éco-soignants ou d'éco-soignés. Alors vous voyez qu'il y a une multiple appellations qui posent une double difficulté, de les identifier. Et par conséquent, quand on parle d'offres de soutien, il faut pouvoir identifier le public cible. La tendance actuelle dans notre société, c'est de faire en gros et en masse, donc de proposer une offre de soutien qui corresponde à un maximum de gens en oubliant les minorités. Alors, une difficulté de les identifier et puis de les situer. Rappelez-vous, co-soignants, co-aidants. Alors, est-ce qu'ils sont partenaires des soins? Jusqu'où? Comment? Ou est-ce qu'ils sont des gens à soigner aussi parce qu'ils sont à risque d'épuisement? Il y a absence de consensus international à l'heure actuelle pour savoir comment les appeler, toutes ces personnes qui aident. Toutefois, au niveau européen, il y a une charte de l'aidant familial, le terme choisi. Alors voici la définition de cet aidant familial. C'est une personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour une partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cela signifie qu'il y a absence de contrat de travail, absence de rémunération, que la personne est référente, aussi absence d'une exigence de compétences. C'est un temps d'activité partielle ou complet qui va occuper la personne entre 3 heures à 12 heures par jour. Et puis, la personne âgée dont il s'occupe est un membre de l'entourage. Et puis les activités de la quotidienne concernent, comme vous l'avez dit, Monsieur Bulat, se lever, s'habiller, aller aux toilettes, manger, etc., etc. Mais c'est aussi accompagner la personne dans tout ce qu'elle vit et dans les manifestations de maladies, comme par exemple lorsqu'il y a des problèmes psychiatriques ou de type démentiel. Alors nous l'avons vu, il y a eu la complexité des soins et de la prise en soins, donc la complexité de l'aide, à domicile notamment. Donc il y a toute une part visible de l'activité que font ces personnes qui aident, mais il y a toute une part qui est invisible. Et la grande difficulté, c'est de rendre visible cette complexité et l'ensemble de leur activité pour la reconnaître et donc pour offrir du soutien. Je passerai rapidement sur les avantages ou les désavantages que peut apporter ce rôle. Toutefois, il y a une motivation centrale que les aidants ont, c'est le souci d'un autre. Le souci d'un autre pour son confort, pour que vivre et mourir se fassent en dignité. Toutefois, il y a des mouvements d'affection, de reconnaissance, de réciprocité, d'obligation et de devoir, et de dépendance aussi relationnelle. Au centre du soutien, il est important de revenir à la perception qu'a l'aidant de sa situation et de son activité. Effectivement, une situation peut être décrite par des professionnels extrêmement lourde parce qu'elle nécessite toute une infrastructure et des interventions, mais que l'aidant ne peut pas la vivre comme quelque chose de lourd et de pénible. Et c'est là le problème, parce que les actions de soutien visent essentiellement la prévention et que quelle alternative a de nos jours un aidant autre que de s'épuiser? Il est important de revenir à l'objectif qu'ils poursuivent. Des fois, ils n'ont pas la conscience de cet objectif, mais en tout cas, ce souci de l'autre, et jusqu'à aller au don de soi, ce fameux don de soi, doit pouvoir être mis en lien aux adéquations de ce que souhaite la personne âgée, de ses possibilités et de ses besoins, et notamment de la disponibilité, de l'accessibilité aux ressources à disposition. Les aidants, et là je ne parlerai je mettrai un focus sur les émotions plus difficiles à vivre, qui font partie des expériences des aidants, mais toutefois tous ne le traversent pas.
il peut y avoir des traumatismes qui restent extrêmement longtemps, même à la fin de l'activité de l'aidant, notamment celui de voir son proche ou cette personne de l'entourage qui a des problématiques psychiatriques et des problèmes de démence, et de voir celui avec lequel on a vécu depuis 50 ans, 60 ans, avoir des problèmes de démence, tous ces comportements bizarres qui sont de l'ordre d'un choc post-traumatique. Il y a ce sentiment de peur, la dépendance fait peur, la mort fait peur, la vieillesse fait peur, et n'intéresse pas, en tout cas n'est pas attractive. Des sentiments d'impuissance, vous l'avez nommé, des sentiments de honte, de culpabilité, et tout cela peut être très confusant pour l'aidant, si bien que l'objectif qu'il poursuit du souci d'aider une personne âgée peut être aussi atténué ou avoir de l'ombre par rapport à sa problématique de trouver un soulagement dans sa situation face à ce tumulte émotionnel. C'est là que le travail des professionnels est extrêmement délicat pour revenir à la perception qu'a l'aidant de sa situation et à l'objectif qu'il poursuit, qui va se modifier dans le temps en fonction du contexte. Alors on voit que les aidants, il y a cette notion d'épuisement, mais il y a aussi l'adaptation. Il y a une minorité probablement, il n'y a pas d'études sur le sujet, mais une minorité d'aidants qui arrivent à s'adapter tout au long du processus de la démence et de la vieillesse. Toutefois, il y a certains éléments qui interviennent. Les antécédents, l'histoire relationnelle entre la personne aidée et aidant, la complexité de l'aide et la durée de l'aide, la gestion des émotions, comment il va gérer tout ça, la perception qu'il a de sa situation, la qualité de la communication possible entre la personne qu'il aide, mais aussi avec toutes les autres personnes qui vont graviter dans l'activité des soins. Et ça, c'est une dimension dont on parle très peu, c'est les parasitages que peuvent avoir les proches aidants de par la difficulté de collaboration avec les professionnels. Pourquoi ? Parce que c'est une autre logique, la confrontation d'une logique de solidarité, d'entraide, et la confrontation avec une logique d'experts et professionnels. Les axes prioritaires du soutien, eh bien, c'est donner tous les moyens et toute information à l'aidant pour qu'il puisse aider et réaliser son activité et l'anticiper. Gérer le stress, qui est de l'ordre d'un stress chronique, vu la durée de l'aide, gérer le quotidien, mais particulièrement les imprévus et la gestion émotionnelle. Et puis, un autre point qui fait défaut dans le soutien, c'est tout ce qui va permettre aux proches aidants de pouvoir influencer une dynamique de réciprocité. Il y a dans l'aide, on aide une personne âgée, elle prend l'aide. On aide l'aidant, il prend l'aide. On aide, et à un moment donné, il faut instaurer une réciprocité, et c'est fait partie aussi pour contrecarrer le phénomène d'usure qui amène à l'épuisement. Ça veut dire que nombreux sont les proches aidants qui peuvent entrer dans une réciprocité et complémentarité avec tous les intervenants. Première conclusion, un soutien pour qui, pourquoi et comment, c'est qu'il y a une diversité d'aidants, des hommes, des femmes, des conjoints, des enfants, des belles-filles, des petits-enfants, des amis, des voisins, etc. Et face à cette variété, il faut que les offres aussi soient variées, souples, accessibles. Et de manière essentielle, qu'elles puissent faire le lien entre la formation, la famille, l'éducation, le travail, la retraite, la promotion de la santé et la qualité de vie. La formation, parce qu'actuellement, vous avez des jeunes qui sont en formation et qui s'occupent de leurs grands-parents ou d'un âgé dans le quartier ou dans la famille. Ils sont parasités dans leurs études. Comment concilier cette aide avec leurs études ? Les femmes de 45 ans, dont je fais partie, entre autres, comme d'autres, eh bien, quand on est en profession, quand on a une activité professionnelle, eh bien, on doit continuellement progresser dans sa performance professionnelle, et l'aspect de la formation s'intègre aussi dans ce cadre-là. Et je vous rappelle, les 45-75 ans sont la majorité de ces proches aidants. Avec l'éducation, pourquoi ? Parce que les femmes qui s'engagent en plus grand nombre se trouvent prises en sandwich entre l'éducation des enfants qui se termine, la vie professionnelle et aider un parent âgé. L'activité professionnelle et le travail. Actuellement, il y a une étude au Fonds national de recherche qui vise à l'édition d'une brochure pour sensibiliser les entreprises, pour aménager
une activité professionnelle permettant aux aidants de pouvoir continuer leur activité. C'est extrêmement novateur, mais ça commence à venir. Et que c'est important que les entreprises, toute entreprise, se sensibilise à cette problématique. La retraite est un passage de vulnérabilité, est important, et les questions de promotion de santé et qualité de vie. Pour recentrer le soutien aux proches aidants sur la perception de l'aidant et ne pas présupposer à l'avance qu'il va être épuisé, mais ne pas l'omettre. Revenir à l'objectif premier et faire tout un accompagnement avec eux pour revisiter cet objectif éventuellement pour qu'il puisse être en adéquation. Actuellement, il y a différentes offres de soutien qui sont plus utilisées que d'autres, notamment les solutions de répit, les courts séjours, les unités d'accueil temporaire. Toutefois, il y a une palette d'offres de soutien qui ne sont pas utilisées. Leur adéquation sont à questionner. Et probablement, elles nous indiquent qu'il faut revenir à cette complexité dont nous avons tous parlé, à cette complexité des situations, complexité de la maladie, complexité et diversité des expériences et des besoins, puisque il y a une palette de personnes qui aident. Et puis, il y a aussi à évaluer l'influence que peut avoir le fait qu'un aidant ne se reconnaît pas comme un aidant. Donc, ne peut se projeter, ne peut utiliser les offres qui sont mises à disposition. Il est d'abord et avant tout une personne de l'entourage qui aide, la femme d'eux, le fils d'eux, etc. La priorité actuellement a été donnée à la prévention de l'épuisement, et vous l'aurez bien compris, pour des questions de répercussions pour la personne âgée et les proches, notamment de maltraitance et de soins négligés. Toutefois, être aidant, actuellement, avec tout ce qu'on en dit, c'est un devenir qui est peu attrayant et qui est plutôt anxiogène. Il y a en cela des enjeux intergénérationnels entre les relations, parce que la jeune génération regarde ceux qui aident et ça ne fait pas envie. Il y a donc toute une visibilité des facteurs liés à l'adaptation à mettre en évidence. Et je m'arrêterai là concernant le soutien aux aidants, pour qui, pourquoi et comment. Je vous remercie.